Bonjour chers internautes, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Ménez. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc Jérôme, tu es un ancien du Cercle des volontaires, tu as fait pas mal notamment sur les interviews en tant que caméraman, tu as fait aussi des reportages de terrain, quelques interviews, quelques articles aussi. Tu as quitté le Cercle il y a quelques mois, peut-être un peu plus d'un an même. Oui, c'était un peu plus d'un an en fait. Effectivement, c'était notamment pour me trouver un petit peu de temps justement pour finir l'écriture de ce bouquin et puis me lancer un petit peu dans l'édition, cette aventure humaine qui est aussi liée à l'édition. J'ai envie de dire, c'est une porte d'entrée, si tu veux, dans le milieu du livre en France. Et je peux dire qu'il y aurait même éventuellement un deuxième bouquin à écrire là-dessus, tellement certaines choses sont parfois hallucinantes. Ouais. Bon bah écoute, on verra si tu reviens pour un deuxième livre, on a déjà parlé du premier. Donc on est là aujourd'hui effectivement parce que tu as écrit un livre qui s'appelle La valse des irresponsables. C'est sous-titré Petites inconséquences entre amis, donc chez Ménez Éditions, puisque tu t'es auto-édité, comme tu le disais. Donc, moi, ma première question, en fait, c'est pourquoi est-ce que tu as senti l'envie d'écrire ce livre? Est-ce qu'il y a, il y a rien de ce qui avait été écrit qui semblait pour toi synthétiser ta vision du monde? Enfin, quel a été le sens de cette démarche? Alors, effectivement, j'avais l'impression qu'il y avait un manque, quelque part. Un manque peut-être de sincérité, de cœur. Et surtout de retour au principe du réel, quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était vraiment truffé d'illusions en permanence et qu'il y a un moment, il faut quand même observer le quotidien, constater les choses scandaleuses et les dire. Les illusions, les idéologies, c'est bien gentil, hein, liberté, égalité, fraternité, démocratie, universalisme, droits de l'homme, etc. C'est bien gentil, mais dans les faits, très souvent, on se rend compte que ça n'existe pas. Donc, d'un certain point de vue, il fallait que ça sorte. C'était un petit peu un réflexe de déconditionnement et puis de pouvoir dire ce que j'avais sur le cœur qui me semblait être basé sur la constatation du quotidien, quoi. Donc finalement, c'est un peu un projet qui vient, qui vient couronner, je dirais, entre guillemets, des années quand même d'engagement militant, notamment au Cercle, mais aussi avant, d'observation de la société. Donc pour parler un peu du livre, hein, on peut dire que finalement tu dresses un portrait au vitriol de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Individualisme, l'endettement, la pollution, l'intoxication alimentaire. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Dans un premier temps, tu dresses un peu un diagnostic. Et ensuite, tu vas essayer d'analyser un peu les causes. D'où vient la dette? Qu'est-ce que la géostratégie, l'ingénierie du consentement? Et il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment interpellé. C'est le tititainment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tititainment? Oui, bah alors c'est un concept qui est sorti Bon, enfin, il y en avait peut-être auparavant, mais si tu veux, c'est Zbigniew Brzezinski, hein, donc qui en 95 a un petit peu popularisé et médiatisé ce concept, donc tititainment, les saints et tainment, donc l'entertainment, le divertissement, donc divertissement par les saints. Donc en gros, du pain et des jeux, c'est un petit peu ça le principe. Justement pour donner un maximum de divertissement, un maximum de divertissement aux populations, de manière à ce qu'elles ne regardent pas et qu'elles ne se posent pas de questions sur les questions vraiment essentielles qui évidemment ne passent pas dans les médias. Il y a énormément de points, notamment la dette, la structure de la chaîne de la dette, tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas suffisamment comme il faudrait, en tout cas. On ne parle pas non plus de la surutilisation des ressources du sous-sol et la pollution des sols, à quel point on en est arrivé. On ne parle pas non plus suffisamment de la spéculation financière qui est, à mon sens, plus de la fraude internationalisée.
que vraiment juste de la spéculation. Il y a une utilisation justement de certains mots comme ça de novlangue pour leur donner une nouvelle signification. Et l'objectif du Tititainment, c'était ça, c'était fournir de la technologie, fournir des smartphones pour faire des selfies, pour développer le narcissisme des gens, hein, qu'ils s'expriment et qu'ils existent sur Internet, qu'ils se montrent, hein, c'est vraiment du narcissisme, hein, mais que jamais ils ne se posent la question de peut-être faire des choses qui sont un petit peu chiantes pour le commun des mortels, par exemple lire des livres. Tu vois, des choses un petit peu farfelues comme ça, hein. Voir des films intéressants, pas seulement à l'eau de rose, mais lire des livres, pas seulement des romans, mais des essais, des choses un petit peu géopolitiques, un petit peu de la sociologie, l'histoire, de manière justement à sortir de cette dictature du fait économique, du fait du désir à assouvir dans l'instant, pour peut-être se repositionner peut-être sur plus des choses un petit peu plus spirituelles, l'analyse de l'histoire, l'analyse du passé pour comprendre le présent et voir vers quel futur on va. Voilà, c'est toutes ces choses-là c'est le Tititainment justement a été mis en place de manière à ce que les gens ne se posent pas spécialement les questions essentielles qui nécessiteraient une vraie réponse dans leur propre intérêt, bien compris. C'est uniquement pour ça. Voilà. Alors, justement, tu parlais du selfie. Tu le définis dans ton livre, donc je vais citer. Selfie. Est-il encore utile de le définir? Action de se prendre en photo soi-même, tout seul. Ce mot révèle un besoin profond de reconnaissance, mettant en avant les différents critères de désirabilité que la personne souhaite transmettre. Il dévoile toute la puissance de la solitude et du conditionnement au code communautaire de l'appartenance à un groupe qui ne se connaît plus que par le survol rapide de ces témoignages de solitude. Ne prétendez pas avoir autant d'amis que cela. Pour toi, le selfie, c'est finalement... est-ce que ça montre pas que dans ce contexte de Tititainment, les gens deviennent eux-mêmes acteurs du spectacle? Exactement, exactement. Là, on repart sur un peu du debord, sur la société du spectacle. Quelque part, je pense qu'il faut pas décorréler la technologie, les iPhones, le selfie et aussi Facebook, parce que Facebook, à mon sens, c'est une psyop, une opération psychologique à l'échelle planétaire, qui sert, c'est la plus grande base de données de renseignement au monde aujourd'hui, à l'échelle vraiment planétaire. Et donc, ça sert aussi de renseignement pour aussi bien les services de renseignement étatiques, mais aussi pour d'autres qui n'ont pas spécialement de bonnes intentions. Et ce selfie, effectivement, c'est caractéristique d'un narcissisme ambiant qui est justement autour de la mise en scène et du mouvement, du mouvement quelque part historique qui pousse, si tu veux, les gens à exister dans leur inexistence du quotidien. C'est-à-dire qu'ils inexistent tellement qu'ils sont obligés d'essayer de se créer une existence par la photo. Par les amis Facebook. On sait bien que les amis Facebook, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens qu'on rencontre que très peu souvent. Ce sont plus des connaissances. Et donc, effectivement, on en revient peut-être à des idées un petit peu plus, j'ai envie de dire, situationnistes, comme Guy Debord, comme Raoul Van Engem, ou aussi Francis Cousin, hein, qui en parle beaucoup. Je pense qu'il y a un cruel manque de reconnaissance aujourd'hui. C'est une réaction, c'est-à-dire que le selfie ou l'utilisation de la technologie ou les perches à selfie, c'est uniquement lié à ce besoin d'exister qui n'existe pas dans leur quotidien. Alors, tu parlais de spiritualité juste avant. Il me semble que je peux le dire. Toi, tu te considères comme étant athée. Est-ce que pour autant, on peut être athée tout en ayant quand même une spiritualité? Alors, complètement. C'est-à-dire que c'est justement des questions
C'est le genre de question que je me pose aujourd'hui. C'est athée, apathéiste. Alors c'est le fait de, je suis plutôt sur ce principe-là, c'est-à-dire de dire que nous sommes trop aujourd'hui, nous sommes trop faibles en tant qu'humains pour arriver à déterminer de façon précise l'existence d'un Dieu créateur, etc. Donc moi, c'est-à-dire que je n'ai pas de vision tranchée et définitive sur cette existence d'un Dieu. L'objectif, c'est que la spiritualité existe. Elle doit se manifester et on doit se poser des questions. C'est essentiel. On ne se pose pas assez de questions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez actif sur notre quotidien. Tout nous est donné de façon unidirectionnelle, hein. Les médias, l'art, le cinéma, tout nous est vraiment donné dans une seule direction. Nous avons un comportement passif. Et moi, ce que je dis, c'est que retrouvons notre activité, notre démarche active vers l'information, vers la spiritualité, vers la philosophie de la vie. Donc, je pense qu'il faut justement, à un moment, ça c'est peut-être, c'est pas la crise de la quarantaine, j'ai pas encore 40 ans, mais il y a peut-être un moment justement où il faut quand même arriver à se poser des questions. Et je n'exclus pas l'existence d'un Dieu ou autre, mais alors c'est peut-être de l'agnosticisme. Voilà. Bon, il y a de l'apathéisme. Enfin, voilà. L'objectif, c'est quand même pas de se perdre dans des vocables comme ça, mais c'est vraiment d'essayer de se poser des questions par soi-même et d'essayer d'y répondre en créant un sens. C'est ça l'objectif, hein. C'est-à-dire que en prenant des informations à droite à gauche un peu partout, y compris même de temps en temps dans les médias traditionnels, mais pas que évidemment, c'est d'avoir une vision la plus globale possible, de manière à se faire une idée un petit peu plus précise et à éventuellement se poser des questions sur l'alchimisme. D'ailleurs, j'ai mis quelques petites choses à calculer dans le bouquin, bon, pour ceux que ça intéresse, ou vers l'ésotérisme. Alors, quand on parle d'ésotérisme, ça veut pas tout de suite dire franc-maçonnerie. Je veux dire, je n'oblige personne à être franc-maçon ou quoi que ce soit. Je ne le suis pas moi-même. Je n'entre pas dans les loges, mais c'est se poser des questions sur soi-même, hein, sur l'existence de l'humanité et peut-être avoir une vision un petit peu plus globale du monde de manière à un petit peu moins se laisser avoir par des puissances très directionnelles qui vont là encore, comme je le dis, à l'encontre de nos propres intérêts bien compris. Alors ça implique effectivement de sortir d'un certain conditionnement, donc ça on aura... C'est une partie qui est bien traitée, je trouve, dans le livre, tout ce qui est fabrication du consentement. On parle évidemment d'Édouard Bernays, mais de Gustave Le Bon et d'autres personnes, d'autres piliers de tout ce système, ces mécanismes qui ont été mis en place, surtout à partir du début du XXe siècle. Oui, c'est ça, c'est début du XXe siècle, parce qu'il y avait des intérêts, hein, il y avait des intérêts financiers, il y avait des intérêts pour la commission Krill en 1917 d'entrer en guerre. Voilà, les États-Unis sont entrés en guerre seulement en 1917. Il faut comprendre pourquoi 3 ans après les autres. Il y a eu justement une grande mécanique, hein, de fabrication du consentement de la population américaine. Mais il y a aussi Yiddu Krishnamurti, hein, par exemple, hein, c'est essentiel ce que dit Krishnamurti, il est quand même essentiel de se libérer du connu, d'essayer de se poser des questions, d'apprendre par soi-même et de se libérer de ce que la doxa ou l'histoire ou une histoire peut-être un peu trop dogmatique peut nous forcer à admettre comme fait historique. Et quand on se pose vraiment certaines questions et qu'on abandonne toute cette histoire un peu dogmatique, on abandonne aussi son propre conditionnement à la société, et peut-être que ça nous ouvre un petit peu plus les portes d'une vision qui ne sera pas flouée ou qui ne sera pas opaque parce que passée par un prisme médiatique qui nous met dans de mauvaises conditions pour vraiment comprendre le monde.
Alors, tu parlais de la commission Krill, on pourrait aussi parler de l'Institut Tavistock que tu évoques dans ton livre, hein. Tu nous dis donc c'est un institut qui est fondé en 1946 par des financements de la Fondation Rockefeller. On pourrait citer la Trilatérale, le groupe Bilderberg, etc. Ce sont effectivement des groupes d'influence et qui, bien sûr, sont des forces qui mettent en mouvement certaines actions et ont forcément des succès et des échecs. Est-ce qu'on n'a pas tendance à surestimer quand même la puissance de ce genre de groupe? Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je vois aussi par exemple l'ICIG qui nous a sorti les Panama Papers. Regardez comment était faite la mise en ligne du site sur les Panama Papers. Comment ça s'est propagé dans le monde médiatique classique. Je pense qu'il y a il y a un vrai pouvoir médiatique pour faire passer des idées. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on les voit, on les retrouve partout. On trouve l'Institut Tavistock dans les fournisseurs d'idéologie de l'Union européenne. Hein, c'est un peu complexe à comprendre parce que en sous-jacent, si tu veux, il y a le concept de guerre de quatrième génération, c'est-à-dire que c'est plus... Aujourd'hui, on fait la guerre aux gens, non pas en leur envoyant des bombes, enfin même si ça se fait encore en Syrie, très mal d'ailleurs, enfin ça c'est... Bon, je pense qu'on fait une grave erreur au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, un storytelling, un récit étatique fait plus... dans le conditionnement des populations que de leur faire peur par des attentats, des bombes, etc. Et je pense que c'est dans l'optique de cette guerre de l'information qui fait partie de la guerre de quatrième génération avec d'autres peurs qu'on souhaite infliger aux populations. Eh ben, il y a quand même des résultats, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la population reste dans son asservissement, elle travaille, elle paie ses dettes, et elle élit tous les 4 ans ou tous les 5 ans, en fonction du pays, hein, des escrocs, des corrompus, qui ont, pour certains, déjà été condamnés, sans spécialement se poser de questions sur le résultat, en fait, le résultat des 5 ans ou du quinquennat de ces personnes qui ont été élues. Et aujourd'hui, notre élite dirigeante, notre élite, que ce soit les députés, on le voit bien avec l'absentéisme à l'Assemblée nationale, ou le gouvernement, ou même Hollande, ce sont des emplois fictifs. Hein. Ce sont des emplois fictifs consentis par Bruxelles dans l'optique de maintenir un consentement au système par les populations dans des États qui sont déchus de leur souveraineté. C'est ça qui est fondamental et on n'en parle pas assez. Alors, le livre, je rappelle, s'appelle La valse des irresponsables. Tu nous dis que finalement, on a des gouvernements fantoches. Qui sont les vrais irresponsables, en fait, dans toute cette logique-là? Bon, bah, c'est un petit peu ce que je dis au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire qu'au départ, quand on voit le titre, on peut se dire que ces irresponsables, ce sont nos élites politiques. Ils le sont, à mon sens, mais ce sont pas les seuls. C'est-à-dire que des gens qui élisent des corrompus, des mafieux, comme le disait Orwell, hein, et des renégats et compagnie, ce ne sont pas des victimes, ce sont des complices. Donc les irresponsables, est-ce que ce ne sont pas justement ceux qui gobent bien gentiment la pilule bleue sans se poser de questions sur le bien fondé de ce système politique où on élit des gens en fonction d'un poster une fois tous les 5 ans, sans leur demander de retour d'expérience sur ce qu'ils ont voté, parce que de toute manière, on le voit bien, quand on a 44 votants sur 577 députés, il y a un moment, il y a un problème quand même. Pourquoi faut-il perpétuer ce système qui fondamentalement ne fait qu'augmenter la dette, augmenter l'asservissement des gens, ils doivent travailler de plus en plus, payer d'autant plus de taxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Les seules options qu'il y a, c'est créer davantage de taxes. J'ai vu par exemple qu'il y avait je ne sais pas si ça a été validé ou si ça va l'être, mais les gens qui par exemple ont payé pendant toute leur vie leur crédit
pour avoir un appartement ou une maison pendant, je sais pas, 20, 25, 30 ans du montant emprunté, vont avoir à la fin de du remboursement de leur prêt à repayer une taxe de solidarité par rapport à ceux qui pourront de toute manière jamais être propriétaires. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. On est à chaque fois obligé de créer de nouvelles taxes. Alors tu nous dis que finalement, en reprenant effectivement la citation d'Orwell, les peuples qui élisent des corrompus, des tyrans, des dictateurs sont complices finalement, ne sont pas victimes. Mais d'un autre côté, tu nous expliques aussi que tout est mis en place pour conditionner les gens. Donc à partir de quand quelqu'un qui est complètement conditionné est complice de prendre des mauvaises décisions? Bah, on a un cerveau, hein, libre à nous de l'utiliser ou pas. Après, je pense que les faits, hein, les faits d'actualité nous montrent le chemin et je sais pas, je pense qu'à un moment, il y a un déclic. C'est peut-être ça, justement, la seule réelle révolution qui existe. C'est pas la révolution qu'on va avoir dans les rues entre République et nation et puis jamais ailleurs. Peut-être que la seule révolution qui existe, elle est peut-être spirituelle, et peut-être se poser des questions, un petit peu comme disait Marx, c'est-à-dire que la révolution, ce sera celle où le prolétariat se rendra compte lui-même de son asservissement. Et quelque part, on verra valser la table, quoi. Alors, ah oui, très très bien. Il y a un autre sujet, enfin il y a d'autres sujets qui sont abordés dans le livre, notamment sur la géo-ingénierie, parce que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu polémique, parce qu'on a du mal enfin moi en tout cas j'ai du mal à me situer par rapport à ça. On ne sait pas vraiment très bien s'il existe effectivement des preuves tangibles du fait que ce soit pratiqué tout simplement. Et là tu mets un document donc dans ton livre, page 180, donc c'est un document des Nations Unies qui s'appelle faire pleuvoir en zone aride. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a les technologies pour pouvoir déclencher de la pluie, par exemple. Ah oui, oui, non, mais enfin, en même temps, ça, c'est même pas. Ça, c'est, je veux dire, c'est tamponné. Je veux dire, ça existe depuis des décennies. C'est un document de 1959 de l'UNESCO. Donc 59, bon, et même si les gens sont, je donne les liens dans le bouquin, si les gens sont un petit peu curieux, ils vont voir les archives de l'INA, puis ils vont voir les documents qui montraient bien qu'on se vantait même de pouvoir faire pleuvoir la pluie pour parfois éviter la grêle qui, chez les vignerons bordelais, saccageait les récoltes de vignes. Donc, dans les années 70 et même 59 pour ce document-là, on se vantait de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est la marche complètement inverse, c'est-à-dire que ça ne doit plus exister, ça doit être complotiste, évidemment. Bon, là encore, je parle dans le bouquin d'où vient le mot complotiste, et ça vient de la CIA de 1967. Concernant ceux qui n'acceptaient pas la conclusion du rapport de la commission Warren sur l'assassinat de JFK, donc cette aparté terminée. Aujourd'hui, on a des tas de documents qui nous montrent que il y a des brevets qui existent depuis 1920 qui montre qu'on est capable justement de faire pleuvoir, notamment avec l'iodure d'argent, mais pas que. En 2008, les Chinois se sont même vantés d'avoir fait pleuvoir ailleurs du stade olympique pour qu'il n'y ait pas le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2008, qu'il n'y ait pas de pluie dans le stade, mais que ce soit ailleurs. Bon, mais il y a plein de documents comme ça, j'en cite quelques-uns dans le bouquin, hein. Les Russes savent le faire, les Israéliens aussi. Même le Figaro a montré que les dictatures du Golfe arabo-persique s'y adonnent aussi, parce que c'est un petit peu leur problème. Quand on a une économie qui n'est basée qu'essentiellement, enfin que sur le pétrole et l'achat et vente d'armes, il y a un moment, il faut quand même un petit peu diversifier son panier et essayer de voir si on peut faire autre chose plutôt que d'importer tout le temps de la nourriture. Donc il travaille sur ces technologies-là, mais c'est même pas complotiste. Je veux dire, même le Figaro en parle, le Midi Libre aussi. Enfin, il y a plein de documents qui sont sortis dans la presse traditionnelle à ce sujet. Et pour continuer un peu sur la lancée, sur les chemtrails, c'est ce qu'il existe aussi aujourd'hui des rapports ou des documents qui tendraient à prouver sans l'ombre d'un doute que effectivement ça existe, que c'est connu.
Il y a des analyses en laboratoire, oui, qui ont été faites en 2013-2014 par notamment l'association Accès Ipica, mais pas que. Il y a eu aussi Yannick Rochy de Le ciel nous est tombé sur la tête. Donc il y a des analyses en laboratoire. C'est des vrais laboratoires, hein. C'est pas des laboratoires complotistes. Hein. C'est pas qui montrent que on a des perturbateurs endocriniens, qu'on a des métaux lourds et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais le faire moi-même quoi. Je vais faire l'analyse moi-même et j'ai fait effectivement l'analyse du taux de barium et de strontium et d'aluminium dans le sang. Effectivement, j'ai découvert que j'avais pour le coup des taux de barium et de strontium qui étaient complètement hors des valeurs usuelles. Vous savez, les petites valeurs usuelles qui sont sur la partie droite des rapports d'analyse de sang. Bon, j'avais, je sais plus, 23 ou 29 fois la norme. Comme d'autres, hein, comme d'autres. Le problème, c'est que pour ces tests-là, chaque test coûte entre 40, 37, 44 euros, quelque chose comme ça. Donc, dès qu'on a un test à faire sur 3 éléments, ça va nous coûter 90, 100, 120 euros. C'est pas remboursé. Donc évidemment, il y a très peu si vous voulez, après j'ai posé la question, donc je me suis un petit peu j'ai investigué un petit peu sur la question, donc j'ai appelé le CHU d'Angers qui faisait les analyses et je me suis rendu compte que depuis toutes les années où ils faisaient ces analyses de barium et strontium, en tout cas pour le barium, ils n'avaient que 30 résultats sur toute la France. Ils n'avaient que 30 données réelles sur l'existence de métaux lourds dans le sang de la population. Donc là déjà, c'est évident qu'on ne trouve pas le problème. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Donc on est, à mon sens, intoxiqué. Il serait bon, je le dis dans le bouquin, il serait quand même bon que les gens vérifient par eux-mêmes à quel point ils sont intoxiqués sur divers métaux lourds. Hein. Il y a aussi le nickel, le magnésium, le manganèse, pas le magnésium, pardon, le nickel, manganèse, cuivre, aluminium et compagnie. Toutes ces choses-là, comment ça se fait que ça se retrouve dans le sang? Et surtout, à quelle échelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est du micro? Est-ce que c'est des nanoparticules? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'eau? Moi, c'est des questions en fait que je pose. Parce que je sais qu'Arevamine utilise du barium, du chlorure de barium, il me semble, pour purifier l'eau dans les centrales d'épuration. Est-ce que ça vient de l'eau? Est-ce que ça vient des plaquettes de frein aussi? Parce que je sais qu'il y a du barium aussi qui est utilisé dans la confection, la production de plaquettes de frein pour les voitures. Est-ce que ça vient que des épandages aériens? C'est des questions auxquelles j'aimerais qu'on ait des réponses. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de mettre en place une enquête nationale ou régionale, une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement de ces métaux lourds dans le sang de la population? Alors effectivement, tu publies carrément ton analyse, en fait, c'est page 188 du livre. Donc tu l'as faite au CHU d'Angers. Et tu as un taux de barium plasmatique de 109 microgrammes par litre, alors que la valeur usuelle à ne pas dépasser, c'est 5. Donc tu es à 22 fois le taux de barium. Mais il y en a d'autres qui sont à 29. Hein. J'ai pris contact justement avec d'autres personnes qui avaient fait ces tests. Certains, c'est 6, 12, et puis il y en a c'est beaucoup plus. Après... je pense qu'il y a un gros problème de connaissance hein, à ce sujet. Pourquoi les gens ont parfois des problèmes de perturbateurs endocriniens? Comment ça se fait qu'ils deviennent malades sans comprendre pourquoi? Il faudrait réellement qu'on ait des réponses sur ce sujet. J'ai fait aussi une deuxième analyse, évidemment, parce que je n'allais pas mettre dans le bouquin une seule analyse qui aurait pu être fausse. Hein. Donc j'ai fait une contre-analyse pour bien se rendre compte des choses. Et la deuxième analyse a été un pouillème moins. Hein. Au lieu de 22, j'ai dû être à 21 ou quelque chose comme ça. Donc par rapport à tout ça, une fois qu'on a dressé la situation, qu'on a essayé de comprendre les causes, qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une fabrication du consentement qui a été très forte et que les gens sont vraiment prises là-dedans. Le phénomène selfie, on en parlait, c'est un symptôme. Compte tenu du fait que une grande partie des gens sont vraiment conditionnés, en tout cas de notre point de vue, peut-être qu'on se trompe, hein, mais on en a l'impression, comment est-ce qu'on fait pour faire bouger les choses ? Alors, quelle chose déjà? Faut bien se poser la question. Faire bouger les choses, c'est bien, mais changer le monde, ça marche pas. Hein,
On a des tas de gens qui, et pas que récemment avec Nuit debout, hein, mais des gens qui veulent changer le monde, je pense qu'ils se trompent d'échelle. Hein. L'essentiel, c'est là, il faut lire un petit peu Platon ou Aristote pour un petit peu comprendre ce que c'est que la causalité. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'elles soient à notre portée. Il faut qu'on ait les ressources pour les changer. Il faut qu'on ait les capacités. Il faut qu'on ait le temps de le faire. Surtout, bien connaître, avoir une vision globale de quels sont les obstacles qui vont être face à nous. Donc changer le monde, changer même le département, c'est un petit peu... c'est une idée complètement absurde à mon sens, parce que les gens se trompent justement sur l'échelle. C'est-à-dire, mettons en place des projets pour lesquels on a les ressources, donc des projets à nos dimensions, hein, des projets peut-être familiaux, peut-être avoir un terrain, essayer de chercher l'autosuffisance, l'autonomie, mais à notre dimension, hein, c'est-à-dire que qui pourrait se vanter de vouloir d'arriver, peut-être Jésus allait au niveau historique, mais qui aujourd'hui pourrait réellement changer le monde avec ses petites capacités et ses petites ressources. Je veux dire, même on le voit bien avec tout ce qui peut se passer en Syrie et puis avec l'État islamique, avec des armes et des armes qui viennent en permanence de Turquie, de Jordanie et de partout. Ils n'y arrivent pas parce que évidemment en face il y a quand même des gens qui ont des capacités militaires importantes, des capacités de coercition. Donc ce que je peux proposer aux gens, c'est d'essayer de trouver le chemin vers l'autonomie, d'avoir des projets qui sont réalisables à notre échelle, ne pas se tromper de dimension, essayer de faire des choses peut-être en petite communauté, plus basées sur le génos. Hein, donc le génos grec, plus sur peut-être une vision de la vie sur la tribu, un peu un clan, plutôt que de toujours mettre ses billes dans cette démocratie qui n'en est pas une, qui est plus, à mon sens, c'est pas le démos, mais ça a plus des allures de pathos, dans le sens où, au final, cette démocratie, c'est... dans les termes d'Aristote, c'est une aristocratie corrompue par l'argent. Donc, ce sont des puissances d'argent, c'est une oligarchie. Donc ça veut dire que tu crois pas au grand soir. Non, ni le matin du grand soir, non, ça, non. Non, ben ça aussi, hein, à mon sens, c'est aussi une idéologie qui a été perpétuée pour essayer de donner un espoir, mais enfin, faut pas chercher l'espoir d'unifier des gens qui ont tous des buts, des objectifs et des philosophies de vie complètement différentes, quoi. Donc, faisons les choses à notre dimension avec des liens forts, des liens viables, par exemple les liens de la famille. Hein. Ça, ces choses-là, ça peut marcher. Créer peut-être vos communautés suivant un principe de famille ou de communauté de pensée, mais à petite échelle, autour de notions simples comme l'amour, le partage, le savoir-faire, l'échange de connaissances, capitaliser, comme je disais chez vos confrères de Meta TV, capitaliser davantage sur les connaissances, le savoir-faire, plus que sur l'argent, quoi, sur les biens à valeur d'échange. Prenez peut-être plus des biens à valeur d'usage pour travailler la terre, pour aller pêcher, pour avoir un terrain. Voilà, plus des choses abordables. Du coup, toi, c'est un peu ce que tu comptes faire, parce que je sais pas si on peut parler un peu de ton projet, hein, sans rentrer forcément dans ta vie privée, mais effectivement, toi, tu as pour projet d'aller dans ce sens-là, dans le sens de plus d'autonomie, peut-être l'autosuffisance, etc. Est-ce que tu peux en dire juste deux mots? Ouais, enfin, oui, deux mots, ça va très bien. Autant il est difficile de résumer un bouquin en même 40 minutes, ou autant, bon, ça, oui. Moi, ça répond à ce que je viens de te dire juste auparavant. Hein, ma démarche, elle est celle d'être davantage autonome, autosuffisant, dans un contexte de capitalisme du désastre
qui s'accélère chaque jour un peu plus de dettes irremboursables. Je crois qu'on était donc en France, il y a effectivement les 2100 milliards de dettes publiques, mais il y a aussi les 3200 milliards d'engagements hors bilan de l'État, hein, payer les retraites et d'autres engagements sur des contrats. Voilà, donc on a ça. On a, je crois que le PIB planétaire, c'est 80 000 milliards, il me semble, de dollars, alors que l'ensemble des dérivés autour de la spéculation financière, c'est 700 000 milliards. C'est-à-dire c'est 9 fois ce que la planète peut produire. Mais c'est complètement délirant. Je veux dire, jusqu'où on va aller comme ça? Donc, à mon sens, c'est aussi un bouquin qui parle qui fournit, à mon sens, la réponse de pourquoi ou comment on a pu en arriver à ce degré de domestication de la population. Et donc, bah, moi, ma démarche, elle est justement en contre-pied de tout ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me laisser domestiquer. J'ai pas envie de me laisser dire, dire quel est le bon futur pour mes enfants. J'ai envie de le faire moi-même, avec mes capacités, en essayant effectivement de bien les juger, de ne pas savoir jusqu'où je peux aller, mais sans aller trop loin, avoir une ambition modérée, savoir ce qu'on peut faire, et puis oui, c'est vraiment une démarche d'autonomie, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être dépendant de la personne qui va me fournir ma nourriture, mon eau, mes biens, et surtout qui va orienter la politique économique et sociale de mes futurs enfants. Donc ça veut dire concrètement essayer peut-être d'acheter un petit lopin de terre, de construire sa maison, de faire un potager, c'est un peu ça dont tu parles? Voilà. Mais je suis pas le seul à avoir eu cette démarche, et je sais que Joe Damas aussi a eu cette démarche. Je crois que je suis pas le seul en plus à vouloir faire cette chose-là. Donc je sais pas, ouais, je pense que c'est une démarche saine et viable. Eh ben écoute, on te souhaite bon courage dans ce projet-là. Peut-être que tu auras l'occasion de nous en donner des nouvelles quand tu seras un peu installé sur cette voie-là. On te remercie, Jérôme, et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Baptiste, merci beaucoup, le cercle.